l'atelier de manière à pouvoir le rendre disponible, on espère dans de bonnes conditions, mais ça sera sans doute un peu brut de décoffrage, cet atelier. Voilà pour les modalités pratiques, je pense. Est-ce que vous avez des questions particulières? Voilà, donc je le redis, le Framapad n'est pas obligatoire du tout, c'est vraiment un outil pour ceux qui en ont besoin. Si je m'aperçois qu'il y a des problèmes ou quelque chose, souvent je reprends la parole, je coupe les micros donc d'office. Voilà. Laissez maintenant la parole à Joris Bricou et Méline Cournil qui sont à côté de moi pour se présenter et commencer cette présentation de Vitam accessible en service. Méline, tu veux? Oui. Bonjour, alors du coup Méline Cournil, je suis archiviste au ministère des Solidarités et de la Santé et je suis mise à disposition de l'équipe BASS au sein de l'équipe fonctionnelle. Bonjour à tous, donc moi c'est Joris Bricou, donc je suis du ministère de la Culture et je suis le chef de projet BASS. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec pas mal d'entre vous précédemment, soit par téléphone ou par mail. Voilà. Merci. Alors, je commence le partage d'écran. Ah oui, je ne sais pas. En 30 secondes. Alors, pourquoi ça ne veut plus se faire indépendant? Hop. Je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas. J'ai un souci. Hop, je retente, excusez-moi. Je ne peux pas lancer pour l'instant en mode diaporama depuis le partage d'écran. Je suis désolée, on a des réglages un petit peu modifiés là. Oui, mais c'est un peu petit pour les gens. Ouais. C'est pour ça que je suis gênée. Si je vous passe en ODP, parce que ça marche, le souci, ça va être la vidéo. Sinon, tu vires la vidéo, et puis la vidéo, on la lancera dans un fichier à part, tant pis. C'est moins bien, mais... N'hésitez pas à prendre la parole à ce moment-là et à nous... Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je suis désolée, on est en train de finaliser. Moi j'ai fait le test, ça marche très bien. La vidéo, je l'ai moi à part, donc je peux la mettre sur une clé aussi, ça pose pas de souci. Oui. Alors, nouvelle tentative de partage d'écran. Normalement, ça fonctionne. C'est bon, Méline. Oui, je te laisse la parole. Du coup, rebonjour. Non, ça ne veut pas. Ah. Donc on s'est présenté avec Joris, on fait partie de l'équipe Projet VASS. Je vais vous présenter le sommaire de notre présentation. Donc dans un premier temps, on va aborder un peu les origines du projet, ce qui a fait que le projet VASS a été lancé. Ensuite, Joris reviendra sur le calendrier de notre projet avant qu'on étudie un peu plus l'offre VASS, donc qui veut dire Vitam accessible en service. On vous fera ensuite une petite démonstration du produit avec des petites vidéos du produit. Et enfin, on abordera, avant de passer aux questions, les prérequis pour pouvoir utiliser VASS. Donc, aux origines du projet. Donc, le projet VASS, en fait, tout part du programme Vitam. Le programme Vitam est lancé en 2015 et c'est un produit qui est orienté back-office, ça veut dire
plus sur une solution logicielle. Avec le constat qu'on a besoin par-dessus d'une interface utilisateur, donc un front office générique, et d'une infrastructure mutualisée pour gérer l'archivage intermédiaire. Donc c'est de ce constat, du fait qu'il manque une interface utilisateur et d'une infrastructure, que va naître le projet VAS, Vitam Accessible en Service, et donc l'initiative VAS, qui est un projet interministériel autour de membres de la communauté Vitam. Donc en juillet 2019, une convention de lancement Vitam Accessible en Service est signée entre le ministère de la Culture, le ministère de la Transition écologique, et avec le soutien du SIAF et de la DINUM, la Direction interministérielle du numérique. Donc c'est un projet interministériel. En mars 2020, un troisième ministère va intégrer le projet, le ministère des Solidarités et de la Santé. Et donc je vais vous présenter un peu les enjeux initiaux de VAS. L'objectif, donc, c'est de compléter la solution logicielle Vitam avec une interface utilisateur afin de rendre Vitam utilisable et de proposer un Vitam en mode SaaS, donc c'est-à-dire une infrastructure mutualisée de type cloud, donc un logiciel. Donc l'objectif, c'est d'avoir un logiciel qui est hébergé et qui est exécuté sur les serveurs cloud d'un ministère, donc là en l'occurrence de la DGFiP. Également, le projet, c'est aussi de réfléchir et d'avoir un programme commun autour de l'archivage électronique afin d'offrir un outil qui soit accessible au plus grand nombre d'utilisateurs, donc des archivistes, des services versants, et avec et centré autour d'une expérience utilisateur. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un design ergonomique et intuitif. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec des designers et qu'on s'appuie sur les retours utilisateurs pour faire évoluer notre solution, enfin notre produit en fonction de leurs retours. Tout ça en conservant la philosophie Vitam, c'est-à-dire en produisant des composants open source et en prenant en compte les aspects de big data. Du coup, je vais laisser Joris peut-être vous présenter un peu plus le calendrier du projet. Bonjour, donc le calendrier du projet VAS est un calendrier relativement simple qui est séquencé en 3 phases principales. Une première phase qui est déjà bien amorcée puisqu'elle a commencé en juin 2020, donc c'est la phase dite de produit minimal, celle qui doit nous conduire à mettre en production là en décembre une première version du produit VAS, c'est-à-dire une première version du Vitam et de son interface Vitam UI hébergée sur le cloud de la DGFiP, le cloud Nubo, avec un objectif d'ouverture du service aux utilisateurs au premier trimestre de l'année prochaine, c'est-à-dire en avril 2021. En parallèle de la fin de cette première phase, qui est représentée en bleu, commence également la deuxième phase 2, phase dite de raffinement, dans laquelle de nouveaux utilisateurs et de nouveaux ministères arrivent. Donc c'est en particulier le cas du troisième ministère qui a été présenté tout à l'heure, hein, les affaires sociales, qui ont conventionné pour participer à partir de la phase 2. Et cette phase 2 va nous permettre évidemment d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités, puisque un produit installé en 6 mois ne nous permettait que de nous limiter aux fonctionnalités principales qui permettent au produit de fonctionner. Donc l'objectif de la deuxième phase, il est assez simple, c'est d'ajouter des fonctionnalités complémentaires, donc toutes les fonctions qui n'ont pas pu être couvertes en MVP, qui comportent également bien sûr l'amélioration des fonctionnalités qu'on aura mis en place dans cette première version du produit. Cette phase va durer 1 an. En parallèle évidemment de cette phase, c'est pour ça que c'est représenté en rouge sur le schéma, il y a toutes les interconnexions clients, donc qui bien sûr passe par la mise en place de projets d'interconnexion au sein des différents utilisateurs qui se seront manifestés pour utiliser le produit et qui sera présenté dans la dernière partie de la présentation. Puisque pouvoir utiliser VAS, ça nécessite un certain nombre de travaux préliminaires, de paramétrage, de conception qui sont effectivement du ressort des utilisateurs. Et enfin, donc on a une dernière phase, donc si on se projette à la fin de l'année 2021, donc là la phase dite de construction du produit sera terminée et on passera dans une phase dite de run, dans laquelle on va bien sûr continuer à maintenir la production de VAS et on aura une organisation dont le fonctionnement sera assez similaire à celui qui est aujourd'hui le cas pour Vitam logiciel, Vitam Back Office, à savoir
Alors du coup, l'offre VAS, je vais vous présenter donc pourquoi recourir à l'offre Vitam Accessible en service. Donc tout d'abord pour archiver ces données sur une offre de l'État afin de pouvoir accéder à tout moment à ces documents. Et pour bénéficier d'une interface pensée par et pour les utilisateurs, parce qu'au sein du projet Vitam Accessible en service, nous sommes 2 archivistes sur le plateau. Et on compte également les utilisateurs chefs de mission au ministère et leurs adjoints qui participent à l'élaboration du produit, qui le testent et qui donc nous font leur retour. Donc également pour disposer de l'hébergement, de la maintenance et de l'exploitation de la plateforme. Donc en fait, c'est un peu une offre de service all-inclusive. Pour profiter d'un accompagnement fonctionnel et technique riche de l'expérience Vitam et pour disposer d'un SAE qui sera homologué, donc conformité RGPD et sécurité. On vous a mis dessous un petit schéma qui résume la partie interface utilisateur, la souche logicielle et l'hébergement que compose l'offre de service Vitam Accessible en service. En termes d'architecture, donc en termes d'architecture, donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc la solution VAS s'appuie sur le cloud de la DGFiP, le cloud Nubo, donc qui va nous permettre d'héberger les environnements de production. Donc cette offre de service Nubo donc propose 2 offres de stockage, donc du stockage bloc qui est sur la technologie Cinder et du stockage objet sur la technologie Swift. Pour la première implémentation de VAS, donc ce qui a été décidé, c'est qu'on partirait sur du monostratégie en implémentation Swift, donc avec du stockage objet. Et ce qu'on vous proposera dans le cadre de cette offre de service, c'est que chaque utilisateur disposera d'un tenant, donc un tenant métier, ce qu'on appelle un coffre dans le système d'interface de Vitam UI, de façon bien sûr à assurer le cloisonnement des archives entre les différents utilisateurs. En parallèle de ces différents tenants métiers, on aura également un tenant d'administration qui sera utilisé par l'équipe d'exploitation VAS et qui servira à gérer tous les événements multi-tenants. D'accord ? Et ça fait partie de l'offre de service, bien sûr. L'intérêt d'adhérer à VAS, c'est que nous, on dispose bien sûr d'une équipe d'exploitation dédiée, donc une équipe qui sera installée sur le même plateau que l'équipe actuelle Vitam et qui aujourd'hui est constituée de 2 personnes. Donc c'est ces 2 personnes-là qui sont chargées bien sûr du maintien de VAS en conditions opérationnelles, du support utilisateur et de la réponse effectivement aux besoins selon les éventuelles difficultés ou problèmes que vous pourrez rencontrer. On en parlera également tout à l'heure dans les prérequis pour pouvoir utiliser VAS. Je rappelle que VAS est hébergé sur le RIE, donc qui est le réseau interministériel de l'État. Et donc, bien évidemment, que pour pouvoir utiliser VAS, il est nécessaire d'avoir une interconnexion avec le RIE. Voilà. Ce schéma donc représente de façon simplifiée effectivement l'hébergement de VAS entre un site principal, le site principal de Nubo et le site secondaire, effectivement, qui nous assure la sécurité des données que nous hébergeons. Voilà. On va pouvoir passer à la démonstration. Alors du coup, on va... Je pense que là, il faut qu'on sorte de la presse. Alors, allez, c'est 2 fois, c'est très bien. Voilà. Je vais prendre ma souris. Alors, en attendant, il faut qu'on lance donc la présentation de la vidéo. Mais attends, parce que je crois que je l'ai téléchargée ce matin. C'est celle de ce matin. Ce matin Karine nous l'a transmise ce matin. Ah oui, tout à fait. Oui. Parce que... Sinon, je te l'ai mis sur ma clé, au pire, hein, si tu préfères. Ok. Alors, on est en train de préparer la démo. Je suis désolée de ce temps. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez des questions pendant qu'on prépare ça? Est-ce que certains d'entre vous souhaitent lever la main et nous faire signe pour prendre la parole? Alors, Jean-André Arnaud, j'avais une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, alors je vois quelqu'un, mais je n'ai pas identifié, mais allez-y. Oui, c'est Jean-André Arnaud de l'ANSES. Oui. Oui, en fait, c'est une question par rapport au RIE. Il faut vraiment être interconnecté avec le RIE. Ce n'est pas une solution cloud sur Internet. Enfin, on est obligé d'être connecté au RIE. Oui.
Pour l'instant, oui. Oui. Il y a une prévision de hors RIE ou pour l'instant, c'est pas d'actualité? Pour l'instant, c'est pas prévu sur le court terme parce qu'en fait, ouvrir VAS en dehors du RIE nous pose des problèmes en termes de sécurité. Et du coup, en termes d'homologation, l'une des contraintes qu'on avait pour pouvoir ouvrir le produit, c'était d'être sur le RIE. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous donner de date sur une mise à disposition de la solution hors RIE parce que ça nécessiterait de revoir toute l'homologation du produit. D'accord. Et le paramétrage d'interconnexion, il faut s'y prendre maintenant par rapport au projet ou alors ça va se faire à partir d'avril? On parle des interconnexions après, là on lance la démo ou pas, Joris, ou tu veux parler des interconnexions? Je propose qu'on en parle tout à l'heure quand on va parler des après. prérequis, si ça ne vous dérange pas. On garde ça en tête et voilà. Oui. Merci beaucoup. Alors, je partage vers la vidéo. Tu l'as copié sur ton bureau? Non. Parce que je veux bien mettre ma souris, ce sera plus facile pour arrêter la vidéo, si ça ne t'embête pas. Alors, vas-y, mets ta souris. Je peux la mettre là, ça ne va pas te couper? Si, j'en ai que 2. Alors, attendez, hop, pour améliorer au maximum mieux copier, les conditions pour vous. Ok. Ah, super. Donc, je vais lancer d'ici pour être sûr. Ouais, ça a l'air bien. Ok, alors, ça, stop. Hop, et je vais relancer. Alors, tiens, je peux mettre ça. C'est bon? Non, c'est bon. Alors, donc, je lance la vidéo. Donc, juste avant de commencer la présentation, donc peut-être que certains d'entre vous étaient présents à la démonstration de Vitamui qui a été faite ce matin. Alors, si c'est le cas, il se peut que vous revoyez des éléments que vous avez déjà vus ce matin, puisque Vitamui est l'interface de VAS. Donc, forcément, il y a des fonctionnalités qui vous ont été présentées ce matin que vous allez revoir peut-être dans la vidéo. Donc, c'est normal, hein, juste pour prévenir. Un composant Vitamui de l'offre VAS. Donc cette petite vidéo vous explique un peu ce qu'on peut être amené à faire sur VAS. Donc, si on se connecte à l'interface VAS, donc ça, c'est une action qui sera faite au niveau de l'exploitation de VAS. Qui a accès à une interface, vous voyez, assez restreinte, puisqu'elle comporte principalement 2 fonctions. Une fonction qui permet de prendre le poste d'un utilisateur pour faire du support et créer un nouveau client. C'est ce qu'on appelle organisation dans le modèle de données Vitamui. Donc là, dans l'exemple qui est présenté dans la vidéo, donc là, on a déjà un certain nombre de clients. Alors, c'est des données fictives, hein, bien sûr. On va créer un nouveau client parce que, par exemple, on a un nouveau ministère ou un nouvel opérateur qui adhère à l'offre VAS. Donc, il y a un certain nombre de champs, vous voyez, à remplir. Donc, dans l'exemple qui nous intéresse ici, donc on suppose que c'est le ministère de la Transition écologique qui vient d'adhérer à l'offre VAS. Donc, le ministère de la Transition écologique qui fait partie d'ailleurs des ministères porteurs du projet. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est en train de créer un petit peu une sorte de fiche client pour le nouveau client utilisateur. D'accord? Voilà, donc un certain nombre de champs qui sont remplis. Donc voilà. Ensuite, on définit donc en termes de sécurité les données pour le mot de passe. Donc, est-ce que c'est une validation en 1 ou 2 étapes? Et s'il y a un mot de passe, au bout de combien de temps ce mot de passe est révoqué? Donc ça, bien sûr, c'est des données qui sont définies par la cellule SSI du ministère ou de l'opérateur concerné. Donc là, on est sur de l'authentification par user mot de passe et on définit le domaine mail qui caractérise le ministère ou l'opérateur, donc ici développement durable. Il peut y en avoir plusieurs, si jamais le ministère a plusieurs domaines mail. On peut lui associer un logo, on peut lui associer également une interface, donc des couleurs qui dépendent un petit peu du ministère. Par défaut, c'est les couleurs de Vitam. Et ensuite, on fait une opération qui est là, pour le coup, une opération purement technique. On va créer ce qu'on appelle un propriétaire pour les éléments de preuve. Donc, les éléments de preuve, ce sont tous les éléments de traçabilité qui concernent, par exemple, les utilisateurs, parce qu'un utilisateur peut être dans plusieurs organisations. Donc là, voilà, on a créé donc cet utilisateur, donc ce ministère. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh ben, on va avoir besoin de lui associer un tenant, puisque effectivement, le ministère, il doit pouvoir verser un certain nombre d'archives dans le système. Donc, c'est pour ça qu'on va lui associer un tenant, d'accord, qui sera son tenant métier. Il peut éventuellement en avoir plusieurs. Dans l'exemple ici qui nous intéresse, on n'en a créé qu'un seul.
pour des raisons de simplification. Donc là, on fait exactement la même opération que ce qui a été fait à l'étape précédente pour les événements de preuve, mais cette fois-ci pour la partie archive. Donc je termine juste la création. Voilà, donc là on a créé un coffre. Un coffre, c'est un tenant, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Donc il va avoir un numéro, hein, puisque ce tenant, effectivement, il est attribué au niveau de Vitam. Voilà, donc là c'est bon, il a bien été créé. Et voilà, il apparaît en dessous. Donc on voit qu'ici, c'est en l'occurrence le coffre numéro 30. À partir de là, donc on a créé l'organisation, on lui a associé aux plusieurs coffres métiers. Ce que l'on va devoir faire, évidemment, c'est pouvoir redonner la main à l'organisation pour qu'elle puisse gérer ses utilisateurs. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il va falloir qu'on crée l'administrateur fonctionnel qui va gérer les utilisateurs de l'organisation. Et pour ça, on va utiliser la fameuse fonctionnalité de subrogation. Donc la subrogation, ça permet en fait à l'administrateur centralisé, donc l'administrateur de VAS, de, entre guillemets, prendre la place d'un administrateur ou d'un utilisateur au niveau d'une organisation. Donc là, en l'occurrence, le super administrateur VAS prend la place par subrogation de l'administrateur générique de l'organisation développement durable. C'est pour ça que c'est marqué admin développement durable. D'accord? Donc ça, c'est là, il a pris la place de cet administrateur générique. Donc c'est quelqu'un qui n'existe pas. Hein, c'est comme son nom l'indique, c'est un compte générique. Et là, il va pouvoir, à partir de ce compte générique, créer un utilisateur nominatif qui est l'administrateur fonctionnel désigné par cette organisation. Donc c'est ce qu'on va faire là dans cette opération. Donc le bandeau en bas de l'écran nous indique bien qu'on est en train ici de subroger quelqu'un. On présente ici le cas d'un compte générique, mais ça pourrait tout à fait être un compte nominatif. Hein. Si par exemple, on avait une personne au niveau d'une organisation qui avait un problème avec son compte, qui avait besoin que le support regarde ce qui se passe sur son écran, bah, il pourrait effectivement le subroger. Donc ça, c'est une fonctionnalité intéressante dans le cadre, par exemple, des analyses de problèmes. Donc là, l'administrateur nominatif fonctionnel est créé. Donc en l'occurrence, il s'agit de Karim Amara, donc dans le domaine développement durable qui a été créé tout à l'heure. Vous voyez que le seul domaine mail proposé, c'est développement durable, puisqu'ici, c'est le seul domaine de cette organisation. On lui associe un groupe de profils. Donc ça définit les droits auxquels il va avoir accès dans l'application, puisque un utilisateur peut avoir accès à un certain nombre d'applications, mais pas à toutes. Et donc, en l'occurrence, là, comme il s'agit d'un administrateur fonctionnel, bah, il a accès à tout. D'accord ? C'est pour ça qu'on lui a attribué le groupe qui s'appelle administrateur. Donc là, cette fois-ci, il a bien été créé, cet utilisateur. On voit qu'il a pour identifiant 115. À partir de là, bah, l'administrateur VAS a terminé son travail et il peut rendre la main à l'administrateur de l'organisation qui va recevoir un mail, évidemment, pour initialiser son compte, puisqu'il a été créé. Donc la première fois que vous allez recevoir ce mail, ce qu'on va vous demander, c'est de changer votre mot de passe, d'accord? Puisque pour l'instant, on a juste le compte qui a été créé, on n'a pas le mot de passe. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de contraintes à respecter en termes de complexité du mot de passe. Et une fois qu'il a été changé, une fois que ça a été validé, mon administrateur peut accéder à son portail. Donc le portail Vitam-UI, qui est le portail de VAS, c'est là où j'ai l'ensemble des applications qui me sont proposées. Et donc là, je retrouve par exemple un certain nombre d'applications référentielles et la possibilité également de gérer mes utilisateurs, parce que je vais avoir besoin de créer des utilisateurs au niveau de mon organisation qui n'auront pas forcément les mêmes droits que moi. D'accord ? Voilà, donc ça, ce que je vous ai présenté là, c'est vraiment la partie, on va dire, qui concerne l'administration, on va dire, technico-fonctionnelle de VAS. C'est pour bien que vous compreniez la différence entre ce qui est du ressort de l'administrateur VAS, donc de notre équipe d'exploitation, et ce qui sera du ressort de vos administrateurs dans les différentes organisations, dans les différents ministères, opérateurs, utilisateurs. D'accord ? On va vous présenter maintenant également une fonctionnalité plus pour le coup métier, donc qui est la première fonctionnalité qu'on a développée dans le cadre de VAS, qui est la fonctionnalité dépôt et suivi des versements. D'accord ? Et donc je vais laisser Méline vous la présenter également dans le cadre de la vidéo. Donc cette fonctionnalité de dépôt et suivi des versements qui peut être réalisée par un service versant ou par un archiviste. Donc tout d'abord, je me connecte à l'application. Parmi les différents modules existants, je vais pouvoir aller sur dépôt et suivi des versements. Voilà, pour pouvoir déposer un versement.
Donc, je clique sur Nouveau versement. Et j'ai la possibilité de rentrer. Alors, je vais mettre en pause. Je peux cliquer ici sur un nouveau versement pour avoir une pop-up et réaliser un nouveau versement, ou j'ai dessous l'affichage de tous les versements d'ores et déjà réalisés avec un panneau latéral qui permet d'avoir un zoom sur un d'entre eux si je décide de cliquer sur un versement. Je peux ici retélécharger le manifeste ou l'accusé de réception d'un versement qui aurait d'ores et déjà été réalisé. Donc, si je veux faire un nouveau versement, il y a une pop-up qui s'affiche. Je peux glisser, déposer ou télécharger mon SIP au fichier zip ou au fichier tar. L'application me confirme que c'est bien le bon format. Et donc, le versement est en cours de téléchargement. Je peux rafraîchir pour voir que mon versement est bien rentré avec un état succès. Et donc là, simplement, ce que présente ce dernier écran, là, c'est juste vous montrer que, par exemple, si on prend le manifeste associé au versement là, qui vient d'être fait, le versement exemple là, qui s'appelle KOK, si on ouvre le manifeste, on peut voir, par exemple, qu'ici, on a une balise, donc message identifier, qui permet d'identifier le versement, d'accord, qui peut être enseigné. Donc ici, par exemple, il y a la valeur test VAS. Et donc, si on regarde dans le panneau latéral, effectivement, le panneau latéral qui reprend en fait les informations du manifeste, mince, elle est trop vite. Désolé, c'est allé un tout petit peu trop vite là. Oui, voilà, en fait, on voit que la colonne qui s'appelle ID message, qui en fait représente l'identifiant du versement, eh bien, elle porte bien la valeur test VAS1 qui était la valeur qu'on trouvait dans le manifeste. Ça peut permettre, par exemple, si jamais quelqu'un a fait un versement il y a quelques jours et qu'on a besoin de revenir dessus parce qu'on a besoin de connaître, par exemple, des informations sur ce versement, vérifier qu'il est bien en succès, pouvoir consulter les archives qui sont contenues dans ce versement, on pourra, à partir de la fonctionnalité dépôt et suivi, faire une recherche pour retrouver ce versement et ensuite remonter jusqu'aux archives qui, elles, sont dans une fonctionnalité qu'on ne peut pas vous présenter ici, qui est la fonctionnalité de recherche parce qu'elle n'est pas encore, tout simplement, elle n'est pas encore développée. Mais c'est l'étape suivante. Après, une fois que j'ai retrouvé mon versement, je peux ensuite récupérer les documents qui sont associés à ce versement. Je peux dire un petit mot en plus. Vas-y, je t'en prie. Effectivement, comme là, on est en train de développer un produit minimum viable, cette fonctionnalité de dépôt et suivi des versements, pour l'instant, est assez minimale, mais on envisage de développer une interface de recherche pour pouvoir rechercher les versements qui auraient été réalisés sur la plateforme selon différents critères de recherche et différents champs, ceux qui s'affichent ici et ceux qui étaient sur le panneau latéral affiché à droite précédemment, pour pouvoir rechercher les versements réalisé entre telle et telle date, ou d'un producteur, ou associé à un contrat d'entrée, etc. Une dernière remarque concernant cette vidéo qui vous a pas été présentée. L'un des intérêts aussi de VitaMui, c'est qu'il donne la possibilité de naviguer entre les applications, d'accord. Donc vous pouvez voir ici dans la barre effectivement la barre de défilement en haut, que vous avez effectivement ici le nom de l'application que vous êtes en train de consulter, donc il s'appelle dépôt et suivi des versements. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à l'ensemble des applications du portail, ce qui vous permet de naviguer entre les applications sans avoir besoin de retourner à chaque fois sur le portail. Et vous retrouvez également à côté l'indication du tenant sur lequel vous êtes en train de verser. Donc là, dans l'exemple qu'on vous présente ici, on est sur le tenant système, on est sur le tenant d'administration, d'accord? Mais dans la plupart des cas, vous, ce qui va vous intéresser ici, c'est le ou les tenants métiers sur lesquels vous faites les versements. Donc ça pourrait être le tenant 30, le tenant 30, le tenant 29, qui peut avoir un nom aussi explicite hein, quand il est créé. Vous pouvez très bien lui donner un nom. Si par exemple c'est un type de document que vous versez dans ce tenant, comme ça vous pouvez facilement voir dans quel tenant vous vous trouvez. Et idem, si vous avez accès à plusieurs tenants pour faire vos versements, vous avez la possibilité de naviguer entre ces tenants. Voilà, pour faire vos versements. Voilà ce qu'on pouvait vous présenter là-dessus. Je vais donc interrompre la vidéo et retourner sur la présentation. Alors, c'est slide 13. Ok, donc j'arrête ça. Hop, je reprends la présentation. Hop. Donc sur la 13, me disait.
Voilà. Donc voilà, maintenant qu'on vous a fait une petite présentation du produit grâce à la vidéo, on va vous présenter les prérequis pour pouvoir utiliser VAS, archivistique et technique, donc fonctionnel et technique, pour la mise en place d'un projet d'intégration au sein de votre propre organisation. Donc on a identifié 3 phases. Une première phase d'analyse et de cadrage, où il vous revient d'identifier les lieux de stockage des données et les métadonnées et des métadonnées associées que vous souhaitez archiver. Donc, bureautique, messagerie, sont-elles sur les serveurs des services producteurs? Ont-elles d'ores et déjà été collectées par vos services d'archives? Qu'en est-il des données des applications? Également identifier le volume et la fréquence des versements, qui fera le versement, le service d'archive, le service versant, si c'est des flux, tous les combien, pour quel volume, etc. Pour les applications, également identifier le mode et le protocole d'envoi des documents. Ensuite, une deuxième phase qui est plus liée au paramétrage et au référentiel métier avant la mise en production de VAS chez vous. Donc, c'est-à-dire définir un mode de classement des documents via une arborescence. Donc, ce sont des arbres de positionnement et des plans de classement. C'est comme ça qu'on les appelle chez Vitam. Et en fait, ça va être le plan de classement de vos archives, desquelles peuvent d'ailleurs découler les règles de gestion qui sont évoquées juste dessous et que vous devez bien entendu avoir définies, notamment la DUA, le sort final, la communicabilité de vos archives. Également, il faut que vous ayez établi votre référentiel des services producteurs. Ensuite, préparer des contrats d'entrée, donc ce sont des contrats qui vont définir les droits qui sont liés à l'entrée des données, donc le versement des SCP, et à leur accès sur votre tenant. Par ailleurs, réfléchir au profil d'archivage et au profil d'unité archivistique qui indique comment les données doivent être structurées et décrites. Et pour les profils d'unité archivistique, quelles sont les caractéristiques de vos unités archivistiques, donc quelle syntaxe, quelles règles de gestion, etc. Pour les applications, il faudra réfléchir au contexte applicatif, et au profil de sécurité afin de paramétrer les droits d'accès des applications qui appelleront VAS. Par ailleurs, vous pourrez réfléchir avec vos DSI au mode d'authentification à VAS. Est-ce que vous souhaitez un mode d'authentification simple avec user mot de passe ou quelque chose un peu plus compliqué type carte à puce? C'est ce dont Joris parlait tout à l'heure durant la vidéo. Et puis, il faut que vous ayez identifié et nommé un administrateur fonctionnel au sein de votre organisation et que vous ayez une liste des utilisateurs avec des droits que vous ayez réfléchi aux droits que vous souhaitiez associer à chacun d'entre eux. Et ensuite, pour pouvoir utiliser concrètement VAS, Joris l'évoquait d'ores et déjà, il y a besoin d'avoir un accès au RIE, donc au réseau interministériel de l'État, qui soit opérationnel, et puis bien entendu pouvoir et savoir produire des SIP pour versement, qu'ils soient produits manuellement ou automatiquement dans le cadre de flux applicatifs. Voilà. Pour ma part, et on arrive aux questions. Voilà, alors, la présentation est terminée. Merci, ce qui va nous laisser du temps pour les questions qui sont déjà, il y en a déjà plusieurs sur, donc je remets la caméra, on est tous les trois là pour vous répondre. Je vais prendre d'abord les questions qu'il y a en ligne sur Framapan, mais franchement, évidemment, l'idée c'est de vous faire participer. Alors, peut-être que je vais couper certains micros qui interfèrent. Je suis désolée, vous pourrez reprendre la parole en cas de besoin sans problème. Donc, dans les premières questions, on avait peut-être imaginé une gestion de compte utilisateur sur nos LDAP internes plutôt que recréer tous les comptes manuellement. Oui, ça sera possible. La réponse est oui, effectivement, puisque toute la partie authentification dans VAS est gérée par CAS, pour ceux qui connaissent, et CAS permet l'interconnexion avec un annuaire LDAP. Donc, il sera possible effectivement de gérer vos utilisateurs en externe. Il faut savoir que pour le MVP,
Cette fonctionnalité ne sera pas utilisée tout simplement parce que le nombre d'utilisateurs sera très réduit, puisqu'en l'occurrence, dans les 3 ministères porteurs, en fait, les utilisateurs seront limités aux archivistes, donc ça fait un nombre d'utilisateurs qui est tout à fait gérable manuellement. Par contre, à partir du moment où on va ouvrir le système à des services producteurs, là, le nombre d'utilisateurs va aller crescendo, avec beaucoup d'entrées et de sorties qui seraient très compliquées à maintenir manuellement, d'où la possibilité de gérer un annuaire LDAP. Avec une petite nuance tout de même, l'annuaire LDAP vous permettra de gérer les utilisateurs, mais attention à la gestion des droits qui, pour le coup, eux, seront gérés dans l'application. C'est-à-dire que vous aurez besoin quand même de réfléchir pour les utilisateurs que vous voulez, à qui vous voulez donner un compte dans l'utilisation de VAS. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand vous créez un utilisateur, que ce soit par automatiquement ou manuellement, c'est le même principe, vous lui associez des droits par un groupe de profils de droits. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir réfléchi avant, puisque selon que l'utilisateur est un administrateur, est un archiviste, est un membre des directions des services producteurs, évidemment, il n'aura pas accès aux mêmes fonctionnalités dans l'outil. Dans les autres questions, alors je ne sais pas si c'est une question, les droits pour être hérités du LDAP, mais sinon, je crois que c'est M. Delarme qui est connecté, on peut en discuter en direct. Si l'accès via API, je n'ai pas trop compris les éventuels modes de versement, donc les versements pourront être manuels, c'est ce qu'ils vous ont montré là en versement manuel, mais évidemment, l'objectif, c'est, comme pour Vitam Back Office, c'est de l'interconnexion de flux, et c'est ça qu'il faut préparer aussi, finalement, qui est finalement presque une interface Vitam UI ou pas, l'interconnexion reste, nous, l'objectif pour gérer les flux et le big data, et donc facilité par certaines interfaces qui seront pensées pour ça, je crois. Mais de toute façon, oui, ça sera, les deux possibilités de versement seront là, automatisées ou manuelles. Si vous voulez, en fait, l'interface dépôt et suivi des versements là, qui a été présentée, donc dans le cas effectivement d'un exemple de versement manuel, c'est exactement la même qui sera utilisée pour le versement des applications. C'est juste qu'au lieu que ce soit par glisser-déposer, entre guillemets, d'un SIP directement dans l'interface, ça sera fait par une application qui va directement appeler l'API Vitam qui permet de faire des entrées. C'est pour ça qu'on expliquait que dans les prérequis d'utilisation, il fallait être capable effectivement d'appeler cette API. Donc, qui dit appeler cette API dit être capable de lui envoyer des SIP, puisque c'est la seule chose qu'elle sait utiliser pour ensuite faire des entrées. Et à partir du moment où vous avez mis en place l'interconnexion entre votre SI qui produit les SIP et donc vous avez produit la demi-interface entre le SI qui produit les SIP et VAS qui va les récupérer pour ensuite les intégrer. Comme le disait Alice, c'est exactement comme si vous utilisiez un Vitam. L'interface vous apporte simplement une interface pour visualiser ce que vous entrez dans le système, mais à partir du moment où vous appelez une API, que ce soit vous qui le fassiez par appel manuel, entre guillemets, quand vous déposez un SIP, ou que ce soit l'application qui le fasse par interconnexion automatique, c'est exactement la même chose. Et puis chaque instance VAS, à quel niveau d'autonomie, c'est-à-dire entre chaque partenaire? Alors là, j'ai du mal à savoir, c'est-à-dire les acteurs qui vont utiliser VAS au sein de vos instances ou entre les différents utilisateurs clients, entre guillemets, de VAS. Si vous pouvez ou préciser à l'oral ou à l'écrit. Moi, je suis pas sûre de comprendre. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, c'était plus pour prendre note. Merci de me donner la parole. L'idée, c'est que forcément, vous allez instancier plusieurs modules pour faire fonctionner Vitam avec plusieurs partenaires. Est-ce que on a déjà vu que l'architecture Vitam, c'est loin d'être une petite VM qui tombe toute seule dans son coin. Donc, il y a une stratégie, j'imagine, de mutualisation de ressources, de données, etc. Donc, comment est-ce qu'on chaque partenaire se marche ou pas sur les pieds, respecte des quotas en termes de réseau, en termes d'espace disque, en termes de, enfin voilà, toutes ces choses-là. Vous voyez l'ordre d'idée, c'est un peu ça. Alors, là, la plateforme est paramétrée actuellement pour 100 millions d'archives à se partager entre tous, parce que c'est les premières estimations qu'on fait là sur un an et demi par rapport aux 3 acteurs qui sont le plus avancés évidemment par rapport au projet, sachant qu'évidemment, comme le disaient Joris et Méline, il y a duplication des données sur la plateforme. Après, chaque organisation aura son propre tenant, donc avec une autonomie de gestion sur son tenant pour ce qui la concerne. Et il y aura une convention de service qui permettra évidemment de fixer les rôles, responsabilités de chacun et de savoir quel est le rôle des exploitants là-dessus par rapport à cet usage. Voilà. Est-ce que ça répond à vos questions ?
J'ajouterais également que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est parti sur de l'hébergement Vitam UI sur un cloud. C'est parce que au début, effectivement, dans le premier dimensionnement de notre plateforme, on est parti effectivement sur notre capacité à gérer 100 millions d'archives. Mais l'avantage d'être parti sur du cloud, c'est que si jamais on a besoin d'augmenter les quotas, soit parce qu'il y a un besoin ponctuel de versement très, très important de la part d'un des clients VAS, ou parce qu'on se rend compte qu'en termes de répartition des quotas entre les utilisateurs, si par exemple on a beaucoup d'utilisateurs qui adhèrent à l'offre et qu'on se rend compte que la répartition initiale des ressources qu'on avait prévues entre les utilisateurs n'est plus suffisante, on demandera une augmentation de ces quotas à notre hébergeur. C'est très clair, c'est très très clair, merci. Alors, d'autres questions par écrit avant de vous laisser la parole. Alors, d'ailleurs, est-ce que la personne qui a posé les questions peut reposer les questions à l'oral? Maxime Agnola? Non, bon, sinon je les reprends. Qui porte le service? La DINUM. Non, la DINUM est là, comme ils ont été présents, je dirais, avec leur œil bienveillant et expert sur l'offre. Ils nous suivent, ils nous aident en cas de besoin. L'offre est vraiment portée par le ministère de la Culture, mais au sein des instances VAS, c'est-à-dire le comité de direction, le comité de pilotage, oui, la DINUM est présent, au même titre que le CIAF et les 3 ministères embarqués dans le projet pour l'instant. Mais l'offre en tant que telle sera opérée dans l'état actuel des choses par le ministère de la Culture. Le service, quand est-ce qu'il sera disponible? Alors, comme le disait Joris, disponible et ouvert, enfin, quel est le niveau de disponibilité dont vous avez besoin quand vous posez cette question-là? C'est-à-dire que là, pour les 3 ministères, c'est des flux qu'on espère interconnecter à l'été 2021 ou des débuts de travaux par rapport à ça à l'été 2021, mais l'offre ouverte vers l'extérieur, vers des acteurs autres que ces 3 ministères, je pense que c'est fin 2021 qu'on peut estimer ça. Donc, je ne sais pas quel est ce que vous entendez par le service sera-t-il disponible, c'est-à-dire vraiment en mode produit sans du tout embarquer dans la phase construction, ou est-ce que c'est des questions par rapport à la construction? Parce que nous, là, l'idée, c'est que plus on embarque de monde dans les constructions, plus le service répond aux besoins du métier. Donc, si vous voulez repréciser à l'oral, n'hésitez pas. Alors, quel coût pour ce service? Quel est son modèle économique? Alors, le coût pour le service est encore en cours de définition. Je sais que certains l'attendent avec impatience. Pourquoi il est en cours de définition? Parce que là, on souhaite se focaliser sur justement la partie développement, construction de l'offre, plutôt que d'avancer directement sur le modèle de coût. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a un socle technique au niveau, par exemple, des exploitants et de la tenue du service qui sera partagée entre tous, et puis évidemment après, selon les capacités, enfin les besoins en hébergement qui seront propres à chaque organisation. Donc on est en train de créer des familles d'organisations par rapport plutôt à leur budget et pour essayer d'estimer des tailles d'organisation et donc des offres qui seraient cohérentes après par rapport à ça, pour après évaluer l'hébergement nécessaire, sachant que le coût d'hébergement, c'est pas ça qui fait spécialement pencher les choses. Donc ça, c'est quand l'offre sera finalisée, sachant qu'en effet, comme je le disais, si certains embarquent, par exemple, sur l'année 2021, il y a des coûts de construction qui restent. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que le modèle économique est difficile pour l'instant à vous présenter. Il dépendra de la taille de l'organisation. Il y aura une base commune à tous au niveau du socle technique. Et après, selon les besoins de chaque organisation. Est-ce que Joris, tu veux préciser des choses sur le modèle économique? Non, bah, globalement, oui, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire que les coûts de VAS, ils sont connus aujourd'hui. Hein. Effectivement, il y a des coûts d'infrastructure qui dépendent de l'hébergement et qui, évidemment, là, aujourd'hui, sont estimés pour la taille de la plateforme pour héberger 100 millions d'archives, comme ça a été dit tout à l'heure. Il y a des coûts qui sont liés à l'exploitation, puisqu'il y a une équipe dédiée pour exploiter le système. Il y a des coûts de licence, des coûts de licence logicielle, des coûts également d'analyse de sécurité et enfin, des coûts qui sont liés à la maintenance de la plateforme et évolution continue, puisqu'il y aura quand même des correctifs encore, on peut le supposer, à mettre en place dans le système et également des évolutions à apporter en fonction des besoins des utilisateurs. Donc au global, on connaît le coût du budget VAS, on sait combien coûte l'offre. Après, effectivement, comme l'a dit Alice, ces coûts ils sont répartis entre les utilisateurs avec une pondération qui dépend de quand ils adhèrent à l'offre, de leur taille, et également pour les ministères, est-ce que les ministères en fait qui ont participé à tout le build, donc toute la partie co-construction, sont bien évidemment
en fait, n'ont pas à repayer une deuxième fois, si je puis dire, les coûts de build. Donc, c'est pour ça qu'il y a une compensation qui est prévue de ces ministères qui ont participé à la construction versus les ministères, en fait, qui nous rejoindront plus tard. Dans les autres questions, on est sur de l'archivage intermédiaire ou uniquement du long terme? Non, on est sur de l'archivage intermédiaire puisque les 3 ministères qui sont engagés versent à terme aux archives nationales. Voilà. Méline, est-ce que tu veux préciser des choses? Oui, simplement, effectivement, nous, on l'a réfléchi puisqu'on est 3 ministères, on verse nos archives définitives dans Adamant, donc aux archives nationales. Donc, on a réfléchi pour avoir un SAE intermédiaire puisque c'était ce qui nous manquait. Rien n'empêche un utilisateur, une organisation qui n'a pas d'obligation de verser ses archives définitives aux archives nationales d'en faire son SAE définitif ou son SAE intermédiaire puis définitif. Voilà, alors, intermédiaire, mais oui, d'accord, vous mettez les réponses en même temps. Pardon. Les codes d'erreur sont-ils explicités lors des versements? Alors oui, les codes d'erreur, effectivement seront retournés. Alors si, soit vous utilisez l'interface, donc c'est un versement que vous faites manuellement, et à ce moment-là, si vous avez un retour d'erreur de votre versement, vous allez pouvoir voir dans l'interface de dépôt et suivi des versements, et également s'il y a besoin d'un niveau d'analyse plus poussé dans ce que l'on appelle le journal des opérations, donc qui est le journal de toutes les opérations Vitam, le détail de l'erreur rencontrée pour que vous puissiez la corriger, parce que ça peut être une erreur entre guillemets fonctionnelle, un problème dans ce qui est des données qui sont versées, que vous puissiez corriger votre SIP, vous aurez un retour. Et ça peut aussi être une erreur technique, ça arrive. Si c'est une erreur technique, là, c'est pas de votre ressort, effectivement, et c'est de chez nous, en fait, du côté de l'équipe d'exploitation, qui aura potentiellement un service à redémarrer, ou alors c'est qu'il y a besoin, effectivement, d'injecter plus de ressources dans la machine qui s'occupe des versements, si par exemple vous êtes beaucoup à verser en même temps, ou s'il y a des gros versements. Si vous versez par une application, c'est exactement le même principe, si ce n'est que là, effectivement, c'est le retour de l'API qui vous dira, vous avez appelé l'API d'entrée, vous allez avoir un retour de l'API qui va vous dire, oui, ça s'est bien passé, votre archive a bien été injectée dans le système, ou alors au contraire, elle va vous dire, non, j'ai pas réussi à faire le versement pour telle ou telle raison. Ok, alors, quelqu'un mentionne une coupure son au moment de la présentation de la roadmap sur la phase 3. Pouvez-vous revenir sur celle-ci? Donc, je me propose de représenter, je suis désolée, Joris, on va me demander de reparler plutôt de la phase 3. La phase 3, sur la phase 3, j'ai pas dit énormément de choses, je disais simplement qu'effectivement, la phase 3, donc, qui va démarrer en fin d'année 2021, début 2022, donc qui correspond à la fin de la phase de build, donc la fin de la phase de construction du produit, et qui est basée sur une nouvelle convention, puisqu'aujourd'hui, les ministères qui construisent VAS ont signé une première convention qui était la convention du MVP, donc de la première phase. Il y a une deuxième convention qui a été signée puisqu'il y a un nouveau ministère qui a rejoint le dispositif qui est la convention dite de phase 2, deuxième construction du produit. Et ensuite, donc, il y aura une convention phase 3 donc, qui va concerner en fait tous les utilisateurs potentiels du produit. Cette convention phase 3 donc, qui démarre en fait à partir de l'année 2022 correspond à un fonctionnement similaire à celui qui existe aujourd'hui sur Vitam. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le maintien de la production, donc effectivement correction des anomalies détectées par les utilisateurs en production, et également possibilité d'ajouter des améliorations aux fonctionnalités existantes sur un système qui restera à définir, qui pourra être proche de celui de Vitam, c'est-à-dire un système de tickets. Voilà, alors j'arrête la projection pour ça. Une autre question à l'écrit, et puis vraiment, je peux aussi vous laisser la parole. Dans le cadre de VAS, est-ce que le référentiel des ontologies sera propre à chaque tenant? Non, on a réfléchi à une ontologie pour toutes les organisations pour l'instant. Pour l'instant, mais c'est pas encore validé. Oui. Pour l'instant, on a réfléchi à une ontologie qui serait transverse pour les différentes organisations, pour l'instant. VAS peut-il couvrir l'archivage courant? Alors là, l'auteur est anonyme parce que j'aurais bien aimé l'interroger. Quel était le besoin particulier d'archivage courant par rapport à l'archivage intermédiaire? Parce que si ça s'apparente plus à une GED, non, on n'est pas sur la collecte, de nouveau, voilà. Donc, si la personne qui veut nous poser des questions veut bien prendre la parole à l'oral, j'en serais ravie pour en savoir plus sur la question. Oui, Alice, oui. C'est Rodolphe de l'INSEE, Rodolphe Nargeot. Pour l'INSEE, c'est moi qui posais cette question-là. D'accord. Parce que nous avons des producteurs de fichiers de données statistiques
et qui commence à travailler en fait avant la DUC. Et on souhaitait nous enregistrer en fait ces fichiers de données des producteurs avant que ça tombe dans les archives intermédiaires, de façon à pouvoir la tracer, ces fichiers de données, de pouvoir les tracer depuis leur début, leur naissance au moment de la production. Voilà, donc c'était un peu... Vous intervenez beaucoup dessus, il y a un nombre d'accès important, il y a un recours à ces archives importants, ou c'est vraiment de la captation de données pour archivage Non, il y a un recours permanent en fait dessus parce que les données, les variables peuvent évoluer, les observations peuvent évoluer, peuvent être corrigées, et ces fichiers de données-là seraient corrigés et jusqu'à une DUC où ce fichier, enfin ces productions en fait de statistiques seraient stabilisées. Alors, Et après, on aurait une intervention au niveau des archives intermédiaires de 1 à 2 fois par an. ouais, ça c'est plus logique. Sur la partie archives courantes, il faudrait un petit peu évaluer le besoin en termes de flux, enfin de nombre de corrections appliquées au nombre de données quasiment journalier, des choses comme ça. On est en train de mettre des choses en place au niveau de Vitam Back Office en mise à jour de métadonnées par exemple, qui amène des accès en nombre et de la réécriture en nombre, parce que là où ça pose une difficulté, c'est la journalisation de tous ces événements-là et qui peut alourdir le service. Donc là, il faudrait évaluer un petit peu le besoin en chiffres, je dirais, pour qu'on puisse répondre précisément et voir si, dans ce cas-là, par exemple, un Vitam propre, comme on le dit, facilite les choses ou si c'est possible dans le cadre de VAS. Merci. De rien. Alors là, j'ai fait le tour, je crois, des questions écrites. Est-ce qu'il y a des mains levées pour prendre la parole et poser des questions sur l'offre Vitam accessible en service? Oui, alors Monique, allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien Monique. D'accord. Je vais poser la question par écrit aussi, mais ça n'a pas l'air d'être passé. Non, c'est peut-être pas passé, j'ai peut-être pas bien. Alors ma question c'était, est-ce que un l'opérateur d'un ministère devra attendre que son ministère fasse une convention avec VAS pour y avoir droit, ou est-ce qu'on pourra le faire en direct si on... Vous pouvez le faire en direct. Vous pourrez le faire en direct. Après, évidemment que comme chaque projet d'archivage, l'intérêt pour nous comme pour vous, c'est que le ministère, la mission archive du ministère soit informée. Et parce que en bonne intelligence et en bonne relation, tout ça. Mais ça peut être propre à un opérateur, évidemment, d'embarquer dans Vitam accessible en service. D'accord. Merci. Après, on sait que certains ministères l'envisagent de manière transverse, c'est-à-dire ils pensaient pendant un moment réfléchir à une offre de service qui serait, eux, vers leurs opérateurs ou vers leurs services, avec parfois des spécificités au niveau des services déconcentrés, voilà. Donc, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais ce qui est sûr, c'est que là, on a déjà pu avoir des contacts avec des services, et on va évidemment informer les missions, mais le périmètre peut être de l'archivage intermédiaire d'un projet peut être réduit à oui pour un service. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, c'est bon. Oui, bonjour, c'est Duat. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question au niveau de l'authentification. Est-ce qu'il sera envisagé de faire de la délégation d'authentification, c'est-à-dire que les utilisateurs soient authentifiés en entreprise? C'est-à-dire en passant par un système d'authentification interne à une entreprise, à une organisation? Voilà, exactement. Alors normalement oui, ça devrait être possible puisque CAS qui gère l'authentification le permet. Par contre, il faudra étudier au cas par cas parce qu'il y a il faudra étudier au cas par cas en fait. Donc là, il faudra faire une étude. J'aurais tendance à vous dire que oui, mais il faudra étudier exactement au cas par cas de quel serveur d'authentification il s'agit côté client pour vérifier qu'on arrive bien effectivement à l'interconnecter. D'accord, merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
tu veux rajouter? Non, je voulais juste dire que par rapport, ça rejoint, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça rejoint un peu la demande. Nous, on a prévu par exemple d'interconnecter VAS avec France Connect. France Connect, en fait, typiquement, qui gère l'authentification de son côté, il y aura la possibilité effectivement d'y interconnecter un module pour que vous puissiez vous authentifier à VAS à l'aide de France Connect. Ça rejoint un peu votre demande. On sait que France Connect c'est compatible. Après, pour les autres solutions annexes tiers, il faudra effectivement faire une étude dédiée. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, un besoin de précision? Alors, je voulais juste préciser moi quelque chose. On parle beaucoup de... Alors, allez-y, il y a une question, ça va être plus simple. Je repréciserai après si besoin. Oui, alors c'est guest, donc tout à l'heure c'était oui, la NES. Désolé, c'est Maxime Agnola. J'ai malheureusement eu un contretemps pendant que vous répondez à mes questions écrites. Donc je n'ai pas eu ma réponse à qui était derrière le projet, enfin, qui porte le service. Qui porte le service? Donc l'opérateur, c'est le ministère de la Culture. C'est auprès de lui que les conventions seront signées. On va sans doute, on espère passer par l'attribution de produits, qui est un dispositif qui permet d'une organisation publique à un ministère de transférer de l'argent, enfin d'imaginer des conventions de services avec transfert financier. Après, la DINUM est évidemment là dans le périmètre au sein du COPIL et du CODIR pour avoir son regard expert et bienveillant sur l'offre qu'on est en train de construire. Et puis parce que c'est un sujet qui les intéresse, alors eux-mêmes pour leurs propres archives, par exemple, et puis en continuité du programme Vitam, la solution back-office. D'accord, merci beaucoup. Bon. Donc oui, ce que je voulais préciser, c'est qu'on entend, quand je parle de VAS à l'extérieur, on entend beaucoup d'attentes pour VAS, alors en particulier pour les collectivités. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes présents là dans la conférence. Oui, VAS ne s'adresse pas tout de suite aux collectivités, du moins dans son offre de service globale. Mais les deux composants qui sont Vitam UI et Vitam, eux peuvent s'adresser plus facilement, enfin disons que Vitam UI va permettre d'avoir une offre un peu élargie. Il reste évidemment la question de l'infrastructure. On est bien conscient de la déception que ça peut peut-être représenter. Voilà, on avance par étapes, puisqu'il y a quelques années, je pense qu'on n'imaginait même pas cette offre Vitam accessible dans le service. Voilà, peut-être que dans 2 ans, on sera face à vous avec un autre discours, par exemple. Oui, Monsieur Delorme. Alors, moi, j'entends très bien et je vous avoue que je suis très satisfait qu'il y ait une offre Vitam as a Service qui apparaisse parce qu'on suit le projet depuis assez longtemps sans trop savoir comment se mouiller dedans et clairement, vous nous enlevez potentiellement l'aiguille du pied parce que toute la partie très compliquée de l'infrastructure qui se justifie pleinement sur le projet, hein, j'ai aucun doute là-dessus. Clairement, on a toujours considéré que c'était pas notre métier de le faire et que trouver d'autres intégrateurs pour le faire, ça aurait été douloureux, pour pas le présenter autrement, et que ce soit porté directement par vous, par le projet, etc. Chez nous, c'est une vision qui peut nous satisfaire énormément. Pour autant, je m'engage absolument pas à un jour l'essayer ou même l'utiliser, malheureusement, même parce que on s'est déjà rencontrés, vous savez quels sont les tenants, les aboutissants. Par contre, j'ai bien entendu que votre calendrier utilisateur final, c'est fin 2021, qui sera probablement milieu 2022. Enfin, je sais ce que c'est qu'un projet, ça peut glisser, etc. Dans l'attente, et sans forcément que ce soit notre cas spécifique à nous, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme chose? Je n'ose pas dire assistance, retour d'expérience, expression de besoin, j'en sais rien, test qui pourrait vous aider à faire des choses. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui essayent, mieux c'est, mais il ne faut pas non plus essayer de juste changer la couleur du papier peint, ça ne sert pas à grand chose. Donc, non, mais parfois c'est agréable. ouais. Voyez l'idée, quoi. Ma première réponse, ça serait de vous orienter vers le club utilisateur, c'est-à-dire qu'on a bien vu que pour la partie back-office, c'est le club utilisateur qui était au centre finalement des tests et des retours sur ce qui était développé, parce que les projets qui portaient la partie back-office étaient eux-mêmes dans leur projet d'implémentation. Et là, il y a de grandes chances pour qu'on se retrouve avec la même chose, avec les 3 ministères porteurs qui sont eux-mêmes là maintenant dans leur projet d'interconnexion et de préparation pour ouvrir leur flux et préparer l'acculturation au produit, et que finalement, un regard extérieur avec un Vitam UI qui est pensé pour de l'archivage intermédiaire pour les ministères, mais alors pour ceux qui étaient là ce matin, on a bien vu que Vitam UI multiplie
les parties prenantes au départ. Donc finalement, parfois, des regards autres sont indispensables et que c'est au sein du club utilisateur, la plupart du temps, qu'on arrive à créer cette émulation qui permet de multiplier les échanges et que, alors là, ça s'est pas encore présenté, mais une sorte de sous-groupe ou d'atelier de travail autour de Vitamui. Maintenant qu'en effet, on a beaucoup plus de choses à voir, ça peut être intéressant, ou même des groupes qui permettent de penser l'offre basse en se disant, ben voilà, moi je vais être à un moment ou un autre intéressé par l'offre basse, il faut qu'on réfléchisse à cette fameuse convention de service pour fixer les rôles et responsabilités de chacun. Je sais que ça peut arriver qu'on demande des prestations pour définir des rôles et responsabilités. Là, nous, on ne s'oriente pas du tout là-dessus. Donc, il y a des choses à penser en interne, par exemple, en termes de l'exploitation, oui, mais comment, quels sont les rôles de chacun. Et ça, c'est des choses qu'on peut mutualiser et faire en groupe de travail au sein du club utilisateur. Et comme ce club utilisateur est ouvert à tous ceux qui vont utiliser Vitam, à quel que soit le degré de maturité de leur projet, je dirais que ça peut déjà être une étape pour ça. J'ajouterais également quelque chose pour compléter ce qu'a dit Alice. Si vous êtes potentiellement intéressé par l'offre VAS, voilà, le conseil aussi qu'on peut donner, c'est, vous avez pu voir que pour pouvoir l'utiliser, il y a quand même un certain nombre de choses à mettre en place et de réflexions à commencer à avoir sur comment on va utiliser la plateforme, comment on va verser dans la plateforme, quels sont les référentiels qu'on va utiliser. Et pour le coup, ce projet d'intégration de VAS au sein de votre entité, il peut prendre quand même un petit peu de temps parce qu'il y a un certain nombre il y a une acclimatation à prévoir, il y a des réflexions à avoir en interne sur quels documents je veux verser, faire une étude effectivement préliminaire sur où se trouvent les documents que je veux verser, est-ce que ça va être compliqué par exemple de récupérer les métadonnées de tel ou tel document, etc. Et ça, pour le coup, ça prend du temps et donc potentiellement, même avant concrètement, c'est pour ça que typiquement la mise en production de VAS, elle est prévue en fin d'année, mais qu'on ne s'attend pas à ce que les utilisateurs tout de suite utilisent le service. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage par rapport à l'ouverture du service en tant que tel. Et c'est pour ça aussi que dès que quelqu'un en fait se manifeste auprès de nous pour dire bah oui, on aimerait des détails sur l'offre VAS, etc., on leur dit bah pour pouvoir l'utiliser, il y a quand même pas mal de choses à faire en amont, bien sûr sur lequel nous on est là pour vous accompagner évidemment, bien sûr, mais pour pouvoir utiliser le produit, il y a quand même un certain nombre de chantiers à initialiser le plus tôt possible, parce que ça facilite ensuite derrière la mise en place de VAS au sein de votre entité, qui plus est si vous avez l'intention de verser par flux automatisé. Oui, c'est très très clair. Chez nous, c'est un projet qui date... Non, je dirais rien. Donc, il y a un certain niveau de maturité qui se fait et qui avance. Clairement, on n'est pas mûr parce que sinon, on ne serait pas en train de regarder Vitam ou autre chose encore. On serait plus loin que ça. Mais on a clairement identifié au moins 4 grandes catégories d'outils archivés qui ont plus ou moins leur niveau de maturité. Que ce soit des progiciels avec des bases de données qu'on maîtrise, on a besoin d'archiver des documents Solon et on va pas être les seuls à vous faire potentiellement cette demande-là. Donc, ça fait partie des applications qui nous intéressent les premières à archiver. On a clairement identifié que sur les documents bureautiques et sur les documents type messagerie électronique, c'était des chantiers qui n'étaient pas à notre portée pour le moment. Donc, il y a déjà un certain niveau de maturité qui existe, avec un excellent travail de mes collègues des archives qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui pour d'autres contraintes, mais qui font un très très bon boulot chez nous. Donc, ça ira. Oui. Donc pour le coup, il y a des choses. Pour autant, j'ai fait qu'une seule capture d'écran de la présentation, c'est la diapositive que vous venez d'évoquer. Donc j'ai bien à l'esprit que c'est un point de passage essentiel pour qu'on puisse avancer, mais ça c'est valable pour la quasi-totalité des projets informatiques. Je retiendrai également de la présentation de vendredi que vous avez parlé à un moment donné de synergie entre les DSI et les systèmes d'archives. On peut au moins dire qu'on a déjà cette étape de maturité là chez nous qui est acquise depuis pas mal de temps, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est pas donné, on a bien compris en comparant nos expériences avec d'autres. C'est pas pour autant qu'on est très bon, hein. Je vais pas non plus dire des choses comme ça, mais voilà, c'est des réflexions qu'il y a eu. Dans l'état, effectivement, dans tout ce qui est système producteur, identification des documents archivables, leur production, les métadonnées, tous ces trucs-là, c'est un travail qui existe. Le gros qui n'existe pas, c'est quel est le SAE qui me permet de verser, et évidemment par flux automatique, parce que
On n'imagine pas faire des versements manuels pour beaucoup de choses. Enfin, il y a des choses qui peuvent s'imaginer, mais dans notre conception des choses, l'archivage électronique, ça vient d'un système automatisé d'information, donc ça a une logique entière que le flux soit intégré au plus tôt dans le traitement de la donnée pour qu'il soit archivé derrière. Et oui, nous on ferait du définitif si on travaille avec vous pour une grosse partie de nos données. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci. François Jomier a demandé à prendre la parole, je crois. Monsieur Jomier? Ah, merci, mon micro était désactivé. D'accord. Oui, vous avez rappelé que l'objectif, c'est l'interconnexion de flux. Et que dans la feuille de route, il y a des connecteurs qui sont prévus pour faciliter l'interconnexion de flux, par exemple depuis des jets de Alfresco, SharePoint ou d'autres, ou d'autres applications SI. Alors, oui, dans notre feuille de route à 5 ans. Non, on en a plus que conscience. Alors, vous citez Alfresco, il y a déjà un connecteur Alfresco Vitam qui a été créé, qui existe par une société. On en a conscience et on sait que c'est l'enjeu de beaucoup de projets des membres du club utilisateur actuellement, que ce soit par exemple dans le milieu hospitalier ou à d'autres endroits. Donc, pour l'instant, nous, on n'a pas les capacités humaines, je dirais, financières de porter ça. On en a plus que conscience, donc on essaye que le modèle contributif qu'on a mis en place pour Vitam UI, on aimerait beaucoup, par exemple, que ça se produise pour des connecteurs, mais pour l'instant, voilà, on l'a dans le périmètre. Comme je disais, il y a 2 ans, je pense qu'on n'aurait peut-être pas parlé ainsi de Vitam accessible en service. Bah, peut-être que dans 1 an, on pourra vous parler d'un connecteur qui aura été mis à disposition par d'autres membres du club utilisateur ou qu'on aura pu, nous, eu l'occasion de faire, mais là, pour l'instant, hélas, ce n'est pas dans nos feuilles de route immédiates, je dirais. Après, ça n'empêche pas que, évidemment, on sait que ça fait partie des difficultés qu'on souhaite lever au fur et à mesure. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Jean-André Arnaud de l'ANSES. Oui. J'avais une question par rapport à l'interconnexion, le paramétrage, la liste que vous avez évoquée dans votre PowerPoint, les différents éléments à vous fournir. Si on a déjà ces éléments-là en avril sur un environnement de pré-production, on peut vous les fournir, c'est-à-dire que les préalables pour en fait, quelles sont les étapes en fait, si on a ces éléments-là, quelles sont les étapes pour... Alors, c'est à vous de les fournir en interne, je dirais. C'est-à-dire que nous, on va préparer des choses, mais ça sera à vous de préparer ce qu'on aura mis à disposition par rapport à vos flux. C'est pas nous qui allons... Non, mais si on vous fournit tous les éléments qui sont dans cette liste, si on les a déjà pour un environnement qu'on a déjà, on les exporte, et on a les plans de placement, on a les contrats d'accès, etc. On a tous les fichiers. Est-ce qu'après, on les exporte? Comment ça se passe après pour l'exporter sur la solution VAS? Si vous avez déjà créé des contrats d'entrée et des contrats d'accès dans un Vitam chez vous, a priori, effectivement, vous pouvez nous les fournir parce que nous, après, on les intègre dans le Vitam, effectivement. Après, par contre, pour pouvoir intégrer vos éléments, il faut d'abord qu'on ait créé votre organisation, que vous ayez attribué des tenants, etc., etc. Donc, les étapes préalables. Et ça, pour le coup, ça nécessite qu'on ait conventionné avec vous. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez signé une convention d'utilisation avec VAS pour qu'on puisse commencer à vous attribuer un tenant, des quotas, etc. Et à partir de ce moment-là, on pourra créer, effectivement, initialiser votre plateforme avec les référentiels, en sachant qu'il y a un certain nombre de choses que vous pourrez faire vous-même, en fait. Parce qu'à partir du moment où on a créé, comme je l'ai montré tout à l'heure, en fait, la création de l'administrateur fonctionnel, c'est lui qui va créer les contrats d'entrée, les contrats d'entrée et les contrats d'accès. Donc, à partir du moment où vous les avez déjà initialisés, bah, effectivement, vous pourrez les verser dans le Vitam de VAS, entre guillemets. Il y a le rôle d'administrateur fonctionnel qui est central, c'est-à-dire que Vitam va faire des choses, mais il y a des choses qu'il ne fera pas et qu'on mettra à disposition. Exactement. Voilà. Il y a un certain nombre de choses qui sont gérées en centralisé et les autres qui sont gérées dans les organisations. L'idée, c'est pas que les organisations nous donnent les flux, l'accès à un flux en disant à telle date, tel moment, tel élément déclencheur, telle donnée. C'est vraiment aussi ça du paramétrage interne fait DSI fonctionnel en lien, enfin un lien avec les deux par rapport à ce que nous on mettra à disposition. Mais justement, est-ce qu'il y a un document ou une note ou quelque chose qui définit cette répartition en fait, parce que moi je vois bien qu'il y a l'administrateur fonctionnel en fonction des fonctionnalités de
de l'IHM, ben, on peut faire beaucoup de choses nous-mêmes. Mais justement, entre cette organisation, de savoir qui fait quoi exactement. Non, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure à Monsieur Delorme, ça fait partie des travaux qu'on va initier et que là, je dirais que toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre par rapport à ceux qui ont pu avoir déjà des expériences dessus, par rapport au rôle et aux responsabilités des différents acteurs, c'est-à-dire entre l'exploitant, l'archiviste qui dépendra du projet vraiment Vitam accessible en service, et à l'inverse, le côté fonctionnel de chaque organisation et l'exploitant de chaque organisation ou l'informaticien. Il y a en effet une répartition des rôles qui n'est pas encore, pour laquelle je ne peux pas vous communiquer quelque chose pour l'instant. Il faut qu'on définisse peut-être au sein du club utilisateur, par exemple. Ça peut être un lieu comme un autre de réflexion. Un exemple très concret, par exemple, quand vous allez faire des versements dans votre tenant, dans votre organisation, que ce soit un versement manuel ou un versement automatique, les administrateurs exploitants de VAS n'auront pas accès à ces données, puisque comme on vous a montré, eux, ils ont accès qu'aux tenants d'administration, mais ils n'ont pas accès aux tenants métiers. La seule possibilité pour eux d'aller, entre guillemets, analyser, regarder ce que vous avez versé chez vous, c'est si vous demande une autorisation par subrogation. C'est là justement la séparation des rôles entre ce qui est du ressort de l'administrateur de la plateforme et ce qui est du ressort des administrateurs dans chacune des organisations. Et donc, typiquement, la gestion des référentiels, alors, par contre, effectivement, ça, c'est un travail que nous, qui est quasiment l'un de nos sujets prioritaires en ce moment, qui est la mise en place de cette grille qui définit clairement quelles sont les actions qui seront faites par les administrateurs de la plateforme, les exploitants plateforme, et ceux qui seront faits en centralisé. Donc ça, c'est effectivement un sujet sur lequel on est en train de travailler. On n'a pas encore fini, mais on est en train de le faire. Par contre, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que il y a certaines choses que nous-mêmes, on ne pourra pas faire parce qu'on n'aura pas accès. En fait, on n'aura pas accès directement à ce tenant, en fait, à cette partie, à cette organisation. D'accord. Et du coup, le support, on va dire, comme là, il y a un support Vitam de la solution back-office. Là, le support VAS, ce sera par quel outil? Il y aura un outil il y aura un outil, tout à fait. On est en train de le mettre en place par ailleurs, puisqu'effectivement, c'est l'un des sujets qu'on a pris en main dans le cadre de la mise en place de la plateforme. Je ne peux pas encore vous dire quel outil il y aura, mais en tout cas, il y aura un outil qui permettra de créer des tickets, comme vous faites aujourd'hui sur le Tulip, par exemple, quand vous avez besoin d'un support pour Vitam. Le fonctionnement sera très proche de celui de la maintenance, amélioration continue Vitam, peut-être même qui sera ensemble, on n'en sait rien finalement. Disons que nous, on sera un niveau de support effectivement qui sera de niveau 2 en fait. Exactement. Par rapport à Vitam qui lui est de niveau 3. Comme nous, on est vraiment les exploitants de ce Vitam en production, on sera au niveau 2. Et donc potentiellement, on aura un niveau d'intervention qui sera, on va dire, à un niveau supérieur par rapport à ce que peut faire Vitam. Autant Vitam, c'est basé sur une communauté et du partage de pratiques sur un logiciel libre. Là, on est sur une offre de service, avec convention de service qui décrit précisément pour l'hébergement de données les rôles et les responsabilités de chacun. Donc évidemment que la partie support et assistance sera du niveau qui correspond à cette offre de service. Et cette convention définira également, par exemple, quels sont les délais de réponse aux tickets selon la criticité du problème, etc. etc. Puisqu'on aura des points de service, en termes de temps de réponse, par exemple, comme il peut y avoir aussi aujourd'hui sur Vitam, mais cette fois-ci en niveau 2. D'accord. Très bien, c'est très clair. Juste une deuxième question, parce que vous en avez parlé, c'est un peu plus technique, mais vous avez cité les technologies de cloud et de stockage. Et je voulais juste, là vous avez parlé du Swift, du Nubo, etc. Là vous en avez parlé parce que nous, pour on va dire le partenaire, c'est un peu transparent, mais là vous en avez parlé parce que c'est important qu'on le sache, ou les technologies utilisées de stockage, ou parce que normalement c'est potentiellement transparent Alors, c'est une très bonne question. Alors, on vous l'a présenté parce que c'est des questions qui nous ont été posées en fait. Plusieurs personnes sont venues vers nous pour nous demander quelles étaient les offres qu'on proposait. Alors, c'est celle de Nubo, clairement, puisque là on est dépendant de notre hébergeur. On ne s'interdit pas d'ailleurs potentiellement, mais pas tout de suite, dans un second temps, de peut-être proposer une troisième offre de stockage qui serait proposée par un autre hébergeur. Mais en tout cas, pour l'instant, effectivement, ce que nous on propose en termes d'offres de stockage, c'est celle qui nous est proposée par Nubo.
il n'y a pas à proprement parler de maîtrise de votre part à avoir de ces sujets-là, mais il nous semblait intéressant de vous les présenter pour vous expliquer qu'est-ce qui faisait partie de l'offre VAS, en fait, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, j'ai juste peut-être une question par rapport à ça, c'est que en termes de stockage, juste par les tests qu'on a fait, nous, entre du stockage Swift ou stockage physique dur fichier, il y avait des différences au niveau des appels API potentiellement et de l'architecture. Et donc, je voulais juste savoir si effectivement ce sera vraiment transparent pour les API Vitam ou alors ça aura des impacts sur l'utilisation des API. Normalement, ça ne devrait pas avoir d'impact sur l'utilisation des API puisque la mise en place de l'architecture de VAS s'appuie sur les prérequis Vitam, justement. Et donc, en particulier pour schématiser un petit peu, hein, c'est loin d'être ma spécialité, mais en fait, toute la partie Vitam, socle Vitam sera hébergée sur du stock du bloc, en fait, hein, alors que toute la partie données sera hébergée sur de la partie objet. D'accord. Ça respecte les préconisations qui sont demandées par Vitam, donc normalement, il ne devrait pas y avoir d'impact sur l'utilisation des API si vous faites de l'appel API pour faire du versement ou de l'accès. D'accord. Mais c'est très bien parce que justement, parce qu'on il y avait des problématiques par rapport au stockage, objet, etc. Et la différence entre les deux, c'est bien si c'est prévu. D'accord. Tout à fait. Très bien, moi j'ai pas d'autres questions personnellement. Merci Alain. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres sujets que vous souhaitez aborder? Il n'y a pas d'autres questions? Alors, je vais vous indiquer que là, très vite, je vais mettre en ligne la présentation et la vidéo d'ailleurs aussi. Je pense qu'on a tout intérêt à la diffuser maintenant qu'elle est là. Elle sera de toute façon enrichie au fur et à mesure. Pour ce qui est de Vitam UI, je pense sans aucun doute qu'on fera en tant que composant de VAS, c'est pour ça que j'en parle là, des présentations régulières au fur et à mesure que cela s'enrichira et que ça sera mis à disposition à chaque livraison de release des différentes versions de Vitam, front et back maintenant donc. Pour l'offre Vitam accessible en service, c'est vrai qu'on rentre là plutôt dans une phase où on aimerait surtout faire sortir le produit, donc on va peut-être être un peu moins visible, surtout que, comme vous l'avez vu, l'offre est pour l'instant réservée à quelques-uns seulement, je dirais. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur l'offre en tant que telle. Alors on y répond parfois en disant que ça avance sans doute pas comme vous le souhaitez. Voilà, je sais qu'on a beaucoup de questions sur l'offre en tant que telle, par exemple l'offre financière. Ça ne nous empêche pas de répondre, ça ne nous empêche pas de vous présenter où on en est. Peut-être qu'on fera, voilà, en attendant moins de présentations, je dirais, générales de l'offre en tant que telle, mais il ne faut pas hésiter à revenir vers nous si vous avez des questions ou besoin de présenter ça en interne. On est disponibles tous les trois, globalement, pour faire ça la plupart du temps. Et puis, de toute façon, ouais, on essaiera de vous tenir informés et essentiellement, là, pour Vitam UI, qui aussi s'adresse au plus grand nombre, je dirais, pour l'instant. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, vous remercier, vous dire à bientôt pour ceux qui continuent à suivre les séminaires sur le reste de la semaine. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Voilà. Merci à tous. Merci, à bientôt, bonne journée. Bonne fin de journée à tous. Merci.